Un adolescent de 15 ans est ce matin entre la vie et la mort. Hier à 16h, il sort de son collège de Viry-Châtillon. Il est agressé sur le chemin de son domicile par plusieurs personnes cagoulées. Et il est laissé pour mort. J'ai entendu les premiers mots du maire de Viry-Châtillon, Jean-Marie Villain. Il était au bord des larmes, saisi, comme tout un chacun, par l'hyper-violence de ce drame. Saisi aussi par une forme d'incrédulité devant les faits qui paraissent incroyables et qui traduisent une société qui, chaque jour, inquiète davantage. Que faire ? Quelle solution ? Hier, c'était à Montpellier. Une adolescente, Samara, tabassée parce qu'elle ne portait pas les bons vêtements. Aujourd'hui, c'est ce jeune homme dans le coma, retrouvé en arrêt cardio-respiratoire. On a le sentiment d'une hyper-violence pour rien, pour des futilités, pour un oui, pour un non. Personne n'est à l'abri. Aucun endroit de France n'est épargné. Et les raisons de cette hyper-violence sont si nombreuses et peut-être si différentes qu'on est démuni pour trouver la bonne réponse. Pensez ce matin pour cette famille qui vit l'horreur, pour ses parents au chevet de leur enfant, pour cette banalité du mal qui semble désormais le quotidien de nos existences. Il est 9h, Chana Lousteau. Et passez un excellent week-end. On est ce matin avec Eugénie Bastier, avec Noémie Schulz, Joachim Leflod Imad, Georges Fenech, André Valigny et Gauthier Lebret sont avec nous. Nous allons donc évoquer cet adolescent tabassé à la sortie de son collège. Regardez le sujet d'Augustin Donadieu. C'était une journée ordinaire qui s'est transformée en un véritable enfer pour cet adolescent. Il est aux alentours de 16h30 hier, lorsque ce jeune homme en classe de 3e rentre chez lui. Il est alors pris à partie par un groupe de jeunes cagoulés. Coups de pied, coups de poing, l'adolescent est victime d'un abominable déchaînement de violence. Un jeune collégien de 15 ans a été tabassé et lynché au sol par plusieurs individus, entre 3 et 10, qui lui ont donné des coups de pied, des coups de poing et qui l'ont laissé inanimé en prenant la fuite. Dès le lynchage terminé, le jeune garçon est laissé pour mort, en arrêt cardio-respiratoire, sur le trottoir. Le maire de la ville est bouleversé par cette ultra-violence. C'est pas des voyous, ils ont essayé de le tuer. Alors, je ne sais pas s'ils voulaient le tuer, s'ils ne voulaient pas le tuer, mais quand on laisse pour mort un jeune ado de 15 ans comme ça, qu'on lui brise la vie, on n'a rien dans le crâne, ou bien là, on mérite vraiment les peines les plus lourdes. Le jeune a été pris en charge entre la vie et la mort par les secours après avoir été prévenu par un passant. Une enquête judiciaire a été ouverte pour tentative d'assassinat et violence volontaire en réunion aux abords d'un établissement scolaire. Aucune interpellation n'a eu lieu pour le moment. Vous avez écouté ce maire de Viry-Châtillon qu'on va écouter de nouveau. Voulons-nous des enfants barbares ? C'est un prévenir et traiter la violence extrême. C'est un livre de Maurice Berger. Il a été écrit il y a 15 ans. Écoutons le maire. Il est très émouvant, le maire, parce qu'il est comme nous, en fait. Il est démuni. Vous savez, c'est un peu compliqué de déterminer. Il y a beaucoup d'élèves dans ce collège. Et donc, c'est difficile de connaître, même pour la principale, tous les élèves. Mais en tout cas, pas de sujet particulier. En tout cas, à cet instant, je n'ai pas plus de raison. Mais encore une fois, vous savez, quand bien même, ça serait un élève difficile. Quand bien même, il aurait fait quelque chose. Et je ne crois pas qu'il ait fait quelque chose. Mais quand bien même, rien ne peut justifier que des personnes s'acharne avec une telle violence sur un gamin de 15 ans. À 15 ans, on doit vivre. À 15 ans, on doit apprendre. À 15 ans, on doit jouer. On doit prendre du plaisir. Pour moi, c'est pas des voyous. Ils ont essayé de le tuer. Alors, je ne sais pas s'ils voulaient le tuer, s'ils ne voulaient pas le tuer, mais quand on laisse pour mort un jeune ado de 15 ans comme ça, qu'on lui brise la vie, on n'a rien dans le crâne, ou bien là on mérite vraiment les peines les plus lourdes. C'est pas possible qu'on puisse continuer de se dire on prend ça et puis on attend le prochain. C'est pas possible. On essaiera d'être avec le maire tout à l'heure, a priori vers 9h20, je l'espère. En tout cas, la France Orange Mécanique, elle est là. Tous les jours, sous nos yeux, la France Orange Mécanique, que certains ne voulaient pas voir depuis tant d'années. Alexandre Touzet, qui est responsable de la sécurité dans l'Essonne, il était tout à l'heure avec Robin Desarbres. Je dois dire que le département de l'Essonne est connu malheureusement pour sa violence, puisqu'on connaît un quart des rixes en France.
Par contre, ce territoire n'est pas spécialement identifié, n'est pas spécialement connu pour ces phénomènes. Donc on est vraiment dans l'expectative. Alors nous, dans notre département, on a, j'allais dire, malheureusement une dimension historique de ces conflits, c'est-à-dire que vous avez des élus qui aujourd'hui ont 50 ans, qui ont connu ça quand ils étaient collégiens dans leur département. Donc il y a vraiment une dimension très forte dans ces violences qu'on appelle les RICS, même si aujourd'hui on ne sait pas l'origine de ce phénomène. Ce qu'on constate globalement, et là on le voit dans tout le pays, c'est la montée de la violence chez les jeunes. Et ce qui est plus inquiétant, on l'a vu encore il y a quelque temps dans les études de victimation, dans les écoles primaires, on voit que ça commence de plus en plus tôt. La dernière stratégie nationale de prévention de la délinquance disait qu'il fallait s'occuper à partir de 10-11 ans. Et nous, ce qu'on constate, c'est de plus en plus des très très jeunes qui engagent cette violence avec des armes par destination parfois. Voilà, même si en l'espèce, on ne connaît pas l'origine, et je pense qu'il faut être très très prudent parce que j'ai vraiment fait le tour de toutes les sources possibles et on ne connaît pas l'origine, mais ce qu'on constate, tout particulièrement en Essonne, mais partout en France, c'est cette montée de la violence chez les beaucoup plus jeunes. Alors on met des moyens humains dans notre... Alors quand M. Touzé dit évidemment chez les jeunes, j'ai envie de dire chez certains jeunes. Jean-Pierre, bien sûr, tous les jeunes, c'est pas tous les jeunes. Et on en revient toujours à ces situations qui sont compliquées pour la France d'aujourd'hui. Jean-Pierre Chevènement avait parlé en 1999 du problème des sauvageons. À l'époque, le journal Le Monde l'avait traité de national républicain pour ne pas dire national socialiste. Qu'est-ce qu'on a fait ensuite? Rien, évidemment. On a laissé pourrir le problème et on voit cette ultra-violence, cette lame de fond qui s'abat sur l'école et qui réduit ce qu'était l'école de la République en miettes. Et le problème dans tout ça, si vous voulez, c'est l'incapacité du politique à faire face, à endiguer cette violence qui, en effet, se rajeunit. Vous citez Maurice Berger. Il est le premier à dire que l'école, aujourd'hui, elle est un réceptacle d'une violence qui préexiste dans la société. C'est d'abord, je pense, un problème d'éducation par les parents et un problème de réponse de la justice à une violence qui est de plus en plus jeune et qui peut-être rendrait nécessaire des courtes peines, comme ça s'est fait aux Pays-Bas. Ces jeunes-là, vous leur mettez une courte peine. Le problème, c'est l'éducation et la famille. Et parfois, il n'y a pas de famille, et parfois, il y a pas. Et souvent, 25%, et parfois, c'est pire. 25% de familles monoparentales dans notre pays. Donc, voilà. Oui, alors, moi, endémique. Ça ne m'avait pas choqué que Chevènement parle des sauvageons. Je ne suis pas choqué par le mot ensauvagement. Tout ça ne me choque pas. On est au-delà des problèmes sémantiques. Il y a la famille, évidemment, qui est responsable de l'éducation des enfants. Victor Hugo disait l'instruction, c'est l'État qui la doit. L'éducation, c'est la famille qui la donne. On peut difficilement donner de l'instruction à un enfant lorsque la famille ne donne pas l'éducation. Moi, je pense quand même qu'il y a aussi un phénomène, au-delà des trafics de drogue, du communautarisme, tout ça existe. Il y a un problème d'écran violent. Et lorsque le président de la République a annoncé l'autre jour que le gouvernement voulait se saisir de ce problème, il a eu raison. Comment faire, je ne sais pas. Tous les jeunes. Oui, non, mais ça, c'est... Pourquoi ça touche pas tous les jeunes? Ça en touche beaucoup. Mais oui, mais pourquoi ça touche? Pardonnez-moi, pourquoi monsieur, plus dans l'Essonne que dans... Pourquoi? J'ajoute, Pascal Praud, que des rixes, il y en a toujours eu. Moi, je me souviens, devant mon collège, il y avait des bagarres. Le problème, c'est que la violence, maintenant, est beaucoup plus forte qu'avant. Oui. Les bagarres se terminent souvent par des comas, par des états critiques, des pronostics vitaux engagés. Donc la violence a augmenté, y compris dans les bagarres. Non, mais il y en a toujours eu, ça, c'est un argument qu'on ne peut plus entendre. Si, il y en a toujours eu. Elles sont plus violentes aujourd'hui. Ça, c'est un argument qu'on a entendu pendant des années. Il y en a toujours eu, la violence, les blousons noirs, etc. Aujourd'hui, ce qu'on constate, et Maurice Berger le dit très très bien, c'est à la fois deux phénomènes relativement nouveaux, enfin qui apparaissent. Elles sont plus violentes. Hyper-violence, plus jeune, et gratuite, violence gratuite. C'est-à-dire l'idée qu'il n'y a même pas de motif à la violence, qui se déchaîne une impulsivité. Il y a toujours un motif. Et sur les écrans, je pense qu'effectivement, c'est un facteur, mais que c'est aussi un facteur qui est utilisé pour ne pas en pointer d'autres. On se souvient que Emmanuel Macron, quand il a fait sa conférence de presse, il a parlé des émeutes, il a dit que c'était en réalité que les écrans avaient leur part de responsabilité dans les émeutes. Je trouve que parfois c'est utilisé pour noyer le poisson. Alors on voit que dans l'affaire Samara, effectivement, il y avait une histoire d'écran puisqu'elle aurait posté des trucs, des photomontages sur les réseaux sociaux. Mais je pense que c'est une violence qui est endogène et qu'il faut aussi prendre pour ce qu'elle est, qui à mon avis est plus liée à l'affaissement de l'autorité dans notre société, à la déstructuration de la famille, que aux écrans qui effectivement sont un catalyseur, mais qui ne peuvent pas être pris. Tout ça s'ajoute. Bon.
Ça ne pas Je vais donner la parole évidemment à Georges. On va être avec Marine Sabourin qui est sur place, qui peut-être va nous donner des éléments. D'abord, les premiers éléments, c'est effectivement cet enfant de 15 ans. Je ne sais pas si Marine a des éléments à nous donner sur cette famille. Vous pensez quand même, vous avez votre enfant, vous rentrez chez vous le soir, il est à l'hôpital, il est entre la vie et la mort. Enfin, je veux bien que personne ne prenne la mesure de ce qui se passe. Est-ce que Marine Sabourin, qui est sur place à Viry-Châtillon, est avec nous? Est-ce que vous avez des informations à nous donner sur cet enfant et dans l'état dans lequel il est actuellement? Alors non, nous n'avons pas d'informations sur l'état de santé de cet enfant. En revanche, voilà, on sait que cette agression, elle s'est déroulée à quelques mètres seulement de l'établissement où il vit justement. Et donc, on a échangé avec ces élèves qui, pour la plupart, ont appris cette terrible agression aux alentours de 8h15. Et ce qu'ils nous ont expliqué, eh bien, c'est qu'ils avaient évidemment la boule au ventre parce que certains nous confiaient eh bien qu'il y avait parfois des règlements de compte. Ce n'était pas fréquent, mais que cela arrivait. Et à chaque fois, c'était d'une extrême violence, même s'ils soulignent tous c'est bien que c'est la première fois qu'ils voient une agression d'une telle violence. Certains nous expliquaient donc eh bien qu'ils avaient la boule au ventre, qu'ils craignaient de retourner à l'école et que certains nous expliquaient eh bien que leurs parents venaient les chercher ce soir. En tout cas, la police sera présente aux entrées et aux sorties de l'établissement pour assurer la sécurité des élèves pendant plusieurs jours. Maurice Berger écrit « Ils ne comprennent pas la différence entre le bien et le mal. Ils ne savent pas faire semblant, ces enfants. Des mères qui n'ont jamais joué avec leurs enfants élevés sans père, souvent sans aucune limite. » C'est ce que dit Maurice Berger. Alors, Marine a interrogé des jeunes élèves de cet établissement scolaire. Je vous propose de les écouter. Non, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois? Il y a plusieurs fois, il y a eu des descentes. Et qu'est-ce que c'est que ces descentes en fait? C'est des gens qui viennent et qui tabassent des gens du collège. Pas très souvent, mais ça peut arriver qu'il y a des gens un groupe de gens qui viennent pour une personne. Peut-être se venger de quelque chose qui s'est passé avant ou juste d'humilier la personne. Ça me fait un peu peur parce que normalement avant il n'y avait pas ça. Mais là, on est choqués. Ouais, on est choqués. On est choqués, on a très peur d'y aller à l'école. Monsieur Vallini, moi je ne veux pas polémiquer, mais quand j'entends ces jeunes élèves qui disent des descentes, c'est pas des écrans vidéo. Ils ont le dos large, les écrans vidéo. Parce que les écrans vidéo, comme le dit très justement Eugénie, sont là pour masquer la réalité. C'est toujours plus facile. Et je ne vais pas reparler encore du traitement de la presse. Je pense que c'est essentiel, le traitement de la presse. Je pense que depuis 30 ans... dans le monde sur l'affaire Samara. Non mais voilà, et je pense, alors moi j'en parle tous les jours, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. L'affaire Samara dans D'ailleurs, le monde. parce qu'on me dit, certains me disent, parle de CNews et parle pas de tes confrères. Je veux bien entendre ça. Je pense que c'est essentiel. J'ai lu Le Parisien ce matin, c'est essentiel le traitement des affaires. Non, mais j'ai pas dit que... Parce qu'on est dans un déni. Non, j'ai pas dit que... Globalement, et la presse notamment. Moi, je ne suis pas dans le déni. Pas toute la, enfin, je ne suis pas dans le déni. Je ne dis pas que les écrans vidéo sont totalement responsables de tout, mais ils contribuent quand même à la violence qu'on observe dans la société. Mais il y a un manque d'éducation. C'est loin d'être la première cause. Enfin, c'est vraiment loin pas d'être la première cause. André. J'ai pas dit que c'était la première cause. Oui, mais pourquoi J'ai dit que c'est Avant, il y a une le des trafic de causes. drogue, avant, il y a l'islamisme. Il y a le trafic de drogue, il y a l'islamisme, il y a les écrans vidéo. Mais il y a surtout la famille. La composition socio-ethnique des établissements scolaires aujourd'hui. Et la ghettoisation. Mais il y a surtout la famille. Et la famille qui n'existe plus. La famille. Mais la famille n'existe plus, donc ces gosses ne sont pas élevés. Les familles monoparentales, Eugénie l'a dit, bien sûr. Mais ajoutez aussi les écrans vidéo quand même. André Vallini. Il y a aussi les écrans vidéo. Il y a tout ça, plus les écrans vidéo. Noémie Schulz qui suit ces sujets, évidemment. Non, un mot pour dire que les agresseurs ont pris la fuite avant l'arrivée de la police. Ils sont activement recherchés. On ne sait pas combien ils étaient. On a entendu dans le sujet entre 3 et 10, plusieurs en tout cas. Le Parisien nous dit qu'ils étaient cagoulés. Le travail va pas être évident. Les images de vidéosurveillance, notamment, vont aider les enquêteurs de la police judiciaire de l'Essonne. Un mot sur l'enquête qui a été ouverte des chefs de tentative d'assassinat et violence en réunion aux abords d'un établissement scolaire, ce qui implique donc que le procureur estime qu'il y a eu préméditation, que cet élève inconnu de la police et de la justice était attendu. Est-ce que c'est une forme de guet-apens? En tout cas, la qualification de tentative d'assassinat implique la préméditation. Il y aura une solution d'ailleurs, d'une certaine manière. Il y aurait une solution, c'est que tout soit filmé. C'est-à-dire que si vous mettez dans les classes, aujourd'hui, mais je pense que les enseignants ne voudraient pas, vous mettez une vidéosurveillance dans les classes, une vidéosurveillance, je pense que si chacun sait
que ce qu'il fait, ce qu'il dit... Mais dans quel monde on vit, Pascal ? C'est quoi, quelle société ? Non, non. Attendez, cher Pascal... Je l'ai fait, moi. Le maire a sécurité, je pense que les vidéos ça ne s'est pas passé en classe. Non, vous avez raison. Lorsque j'étais président du département d'Isère, j'ai fait installer des caméras de vidéosurveillance aux abords des collèges. Oui. Parce que c'est le conseil général. C'est une solution. C'est une fausse bonne solution. D'abord, j'ai eu les parents, les syndicats d'enseignants sur le dos. J'ai quand même mis les caméras aux abords des collèges. Eh bien, les bagarres et les trafics de drogue se déplaçaient un peu plus loin. Il faudra en mettre partout à ce moment-là. Bah oui, alors, monsieur... Non, mais si je... Non, je vous en prie. Intéressant, je dis rien. Ah oui, Pascal, je ne peux pas placer un mot, je suis désolé. Mais c'est pas de ma faute. Enfin, non, mais vous me demandez si j'ai quelque chose à dire. Mais je vous ai rien demandé du tout, c'est vous qui me dites. Non, mais je passe mon tour, Pascal. Je vous en prie, Georges. Prenez on est avec le maire de Viry-Châtillon, mais prenez. Non, je passe mon tour. Voilà. Monsieur le maire, bonjour. Et merci d'être avec nous, monsieur le maire de Viry-Châtillon, qui est là. Et je vous ai écouté, je disais que j'avais été ému par ce que vous disiez. Et touché par ce que vous disiez. Parce que, évidemment, vous sembliez, comme nous tous d'ailleurs, que faire ? Quelle solution ? Je voudrais d'abord savoir si vous avez des informations sur ce jeune garçon, sur sa famille, sur ses parents et sur la santé de ce jeune garçon. Alors sur sa santé, non. Les seules informations, c'est celles que j'avais hier soir de par les médecins du SAMU et par les médecins des pompiers qui l'ont recueilli, qui l'ont mis dans l'ambulance avant de l'emmener à l'hôpital Necker. C'était pas des nouvelles rassurantes parce qu'ils ont mis beaucoup de temps d'ailleurs pour le stabiliser, comme ils disent. Moi, je suis pas médecin, j'ai pas ces connaissances, mais il a pris des coups d'une violence extrême et je pense qu'il a quelque chose comme au moins une hémorragie cérébrale, la cage thoracique qui devait être enfoncée, enfin des trucs qui dépassent l'entendement. On mesure pas cette ultra-violence, ce déchaînement, alors que il n'y a jamais rien, je disais à l'instant, il n'y a rien dans la vie qui peut justifier ça. Je suis quelqu'un qui a toujours été opposé à la peine de mort et je continue d'être farouchement opposé à ce principe. Et pourtant, ces gens s'arrogent, s'accordent ce droit de vie, de mort, comme ça, parce que n'importe quoi, quelle que soit la raison, que ce soit pour un téléphone, pour une vengeance, pour du harcèlement, n'importe quoi, il n'y a rien qui justifie de ça. Ce sont je disais des animaux ce matin, mais ce n'est pas des animaux, parce que les animaux, ils sont mieux que ça. Là, ce sont des brutes épaisses, en plus qui sont... ce sont des lâches, parce que c'est des couards, c'est des petites gens, c'est des petits de rien du tout, qui se permettent de venir à 3 ou 4 sur un gamin, qui, quelle que soit la raison, ne mérite pas ça, sa famille ne mérite pas ça, je pense à sa maman. On a des soucis. Qui ne mérite pas de passer des heures pareilles, quoi. On a des petits soucis de connexion. Je vais donner la parole à Georges Fenech et on va essayer de éclaircir, si j'ose dire, la ligne. Georges Fenech. Non, ce que je peux dire, c'est que tous les ministres de l'Éducation nationale, depuis longtemps, ont tous eu une action, un rapport, une politique pour lutter contre les violences scolaires. Ça a toujours existé. Sauf que là, on a passé un seuil... C'est pas une violence scolaire. Non, là, on est au-delà, si vous voulez. Et moi, je crois que... Encore hier, on parlait de Samara, on la commentait. Aujourd'hui, demain, ça sera qui ? Donc l'école, le lycée, le collège sont devenus des lieux à risque où on peut perdre la vie aujourd'hui. Donc je pense que, alors, il est facile sur un plateau de télévision de dire il faut faire ceci, il faut faire cela. Ce qui est certain, moi, de mon point de vue, c'est qu'on ne peut pas continuer à avoir une réaction, une attitude purement réactive, comme j'ai entendu de la part de Nicole Belloubet qui annonce une enquête administrative. Aujourd'hui, il faut véritablement que les régions et les départements qui ont en charge les collèges, les lycées, en accord avec l'éducation nationale, fassent véritablement un plan, mais un plan vraiment pour lutter et exclure ces jeunes. Il faut les exclure et les mettre dans des centres éducatifs fermés. Il y a Stanislas Guerini qui a annoncé ce matin, ministre de la fonction publique, des plaintes systématiques pour quelqu'un qui s'en prendrait à un professeur. Mais ça ne suffira pas parce qu'il dit que si le prof ne porte pas plainte, l'administration devra le faire. Mais vous verrez que l'administration ne le fera pas. Elle peut pas porter plainte, elle peut faire un signalement, elle peut faire un article 40. Et c'est justement Stanislas Guerini qui veut changer la loi. Il disait ce matin, évolution de la loi. Moi, je pense que c'est pas non plus l'école. Et là, c'est pourquoi j'en arrive toujours
Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour tout. L'école ne peut pas tout. Et voilà, et on se rend bien compte que ça va bien au-delà de ça. Mais des fois, il ne se passe rien. Moi, j'ai un témoignage d'une jeune femme professeure qui a été giflée par une élève en grande section. Oui. En grande section, elle a été giflée. Après, elle a pris un congé sabbatique, elle va reprendre une classe. Elle a été giflée par une élève de grande section. Personne ne porte plainte. Monsieur Villain, l'élève ne va même peut-être pas être exclu. Donc. Monsieur Villain, Marine Sabourin, qui est sur place, rapportait des témoignages d'élèves qui disent que régulièrement, il y a des descentes. Donc des descentes, ça veut dire des jeunes gens qui viennent, est-ce au lycée, est-ce dans un endroit de la ville, pour régler des comptes. Est-ce que c'est une réalité que vous avez observée? Alors, forcément, mais vous savez, c'est de tout temps qu'il y a eu des enfants ou des élèves qui se sont engueulés, je te donne rendez-vous. Mais là, en l'occurrence, ce phénomène de rixe qui a été particulièrement développé sur le département de l'Essonne il y a plusieurs mois, on ne peut pas dire que régulièrement il y a ça. Il y a eu, je vais vous dire, sur les 2-3 dernières semaines, il y a une boucle WhatsApp avec la police municipale, pour nous alerter justement à chaque fois qu'il y a une menace sur ce genre d'événement. En l'occurrence, à chaque fois, les forces de police ou la police municipale étaient sur place, il n'y a pas eu. Il y a eu. On a un souci de connexion malheureusement et la connexion n'est pas fluide. La dernière chose que je voulais vous demander, si cette connexion est remise, est-ce que vous êtes parfois découragé? Est-ce que vous dites les élections municipales sont programmées dans 2 ans? Est-ce que vous vous dites j'en ai marre? Alors, comment vous dire? Aujourd'hui, ça fait 10 ans que je porte l'écharpe de maire. Aujourd'hui. Donc autant vous dire que c'est un triste anniversaire. Vous me posiez la question il y a 4 ans précisément sur RTL à l'occasion d'une grève de la SNCF et je vous disais que oui, effectivement, j'allais être candidat pour ce 2e mandat. Je ne veux pas que la candidature soit liée. Vous avez peut-être du mal à m'entendre. Oui, malheureusement, c'est dommage parce que c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, je vais vous proposer, Monsieur Villain, de venir lundi matin, si vous êtes d'accord, sur notre plateau. Je ne sais pas si à 9h vous pourriez être là, mais vous êtes un maire, vous êtes confronté à une réalité et on voit, au-delà de la parole, j'ai envie de dire, institutionnelle, qui est celle de maire, je perçois chez vous quelque chose de l'ordre de l'émotion, de quelque chose qui vous touche. Et évidemment, je pense que les uns et les autres sont sensibles à ça. C'est ça que je perçois depuis hier soir dans votre témoignage. Et c'est pourquoi je vous pose la question, est-ce qu'à un moment, on est découragé, on se dit, mais en fait, on ne peut plus rien faire, hein. Il ne faut surtout pas céder au découragement parce que sinon, c'est les assassins qui vont gagner. Ça, on n'a pas le droit. Donc, quoi qu'il arrive, que ça soit moi ou quelqu'un d'autre, que ça soit moi d'ailleurs de mon camp politique ou de l'opposition, je suis persuadé qu'il faut toujours qu'il y ait des institutions pour défendre ça. Bon, je vous invite lundi. Venez lundi. Si vous êtes, vous voyez, je fais des invitations en direct. Lundi à 9h, si vous pouvez être sur notre plateau. Vraiment, Monsieur Villain, ça serait intéressant d'échanger avec ce qui est aussi votre vie et de nous raconter au quotidien les difficultés que vous rencontrez. Et pardonnez-moi pour, évidemment, cette liaison qui n'était pas d'une grande fluidité. Thomas Hill, lui, est un garçon extrêmement fluide, en revanche, parce qu'il manie le verbe avec élégance. Et là, je vous invite lundi, Pascal. Comment? Je vous invite lundi, Pascal. Ah bah, moi, si on m'invite, je viens. Bon, on va vous laisser, évidemment, pour cette émission.